Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors après l'incroyable intervention d'Éric Gontier, nous allons continuer cette aventure sur la grande pyramide de Gizeh avec encore une fois un invité incroyable puisque l'on reçoit de nouveau sur Monde Mystérieux Frédéric de l'apprentissage qui va lui aussi de son côté nous dévoiler certaines facettes de la pyramide, donc de ce monument incroyable qu'on a commencé à en parler avec Jérôme. Et nous allons, je pense, encore une fois dans cette vidéo, découvrir des choses qui vont non seulement nous scotcher, mais qui vont aussi nous faire avancer dans cette nouvelle aventure. Alors comme d'habitude, avant de donner la parole à Fred, qui est un habitué maintenant de Monde Mystérieux, Jérôme, je te donne la parole aussi. Maintenant, tout le monde te connaît, mais il est important peut-être que tu te représentes ou que non, tu. Alors, on me connaît maintenant. Alors voilà. Je donc fais partie des meubles chez Monde Mystérieux. Donc voilà. Alors, tu te représentes pas, c'est pas grave. Mais voilà, comme d'habitude, tu es avec nous pour ces interviews, Jérôme, c'est bien de le préciser. Et voilà, on continue cette aventure sur la Grande Pyramide et on a encore beaucoup à faire sur non seulement sur ce thème, mais aussi sur d'autres thèmes. Donc, c'est ça. Bienvenue, Jérôme, toi aussi ce soir pour cette nouvelle vidéo. Bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure où vous allez voir cette vidéo. À toutes et à tous. Et oui, bah oui, on a repris l'aventure avec Hervé après la géométrie sacrée. On s'aventure sur la grande pyramide. Voilà, on essaye d'essayer de décoder, de déchiffrer, de comprendre ce monument. Et on avait eu la joie d'accueillir Fred quand on avait ensemble fait toutes ces vidéos sur la géométrie sacrée. Et Fred nous avait présenté ses recherches très intéressantes sur le plateau de Gizeh, hein, avec ce fameux planétarium. Et on savait que Fred avait des choses sous le coude concernant vraiment la grande pyramide. Et puis on pouvait pas passer à côté sur ce thème de la grande pyramide. On voulait l'inviter. Et puis qui nous expose un petit peu ses recherches. Donc comme tu l'as dit, Hervé, on a encore beaucoup d'invités qui vont venir voilà, sur ce thème passionnant de la Grande Pyramide. Et on est très content ce soir d'accueillir Fred, voilà, pour que tu nous présentes un petit peu alors, voilà. tes recherches, voilà, comme nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec Hervé, de faire une synthèse. Voilà, on veut faire un focus sur la Grande Pyramide, et puis on compte accueillir sur Monde Mystérieux des chercheurs qui ont fait comme toi des synthèses, qui ont fait des recherches approfondies. Donc c'est un petit peu voilà le but des émissions qu'on est en train de faire avec Hervé ensemble, c'est le qui, comment, pourquoi. Qui a fait ça? Comment ça a été fait, hein, avec les vidéos qu'on a fait avec. Qui, comment, pourquoi? Pourquoi? Je crois que j'en ai au moins 2 sur 3. Ok. Ah bah on va avancer ce soir. On va faire bien. un grand temps en avance. C'est super. Voilà. Bah voilà, donc oui, donc on a eu Yann. Enfin moi je vous ai fait une première petite vidéo. Yann qui est venu nous exposer un petit peu ses trouvailles sur la géométrie de la structure interne. Éric Gontier qui est venu nous exposer ses recherches extrêmement intéressantes sur la méthodologie de la construction de la Grande Pyramide. Là, on se rend compte que c'est un truc de malade, parce que franchement, on se rend compte que les bâtisseurs, c'était pas des premiers venus. Ils sont pas arrivés là, tiens, on va se faire une pyramide ici et hop, c'est parti. Non, il y avait une étude derrière du terrain, de la géologie, de la structure même de cette grande pyramide, comment la mettre en place. On se rend compte qu'ils avaient des connaissances monstrueuses. Et puis, on va essayer de continuer dans le pourquoi de ce monument. Donc voilà, Fred, voilà, je te laisse la bienvenue, parole. Fred, encore une fois dans Monde Mystérieux. Et puis. Merci. Bon, en tout cas, comme je disais, j'ai fait une belle synthèse. Normalement, il y a 3 émissions en une, on va dire. J'ai synthétisé ce qui aurait pu faire 3 émissions. Donc c'est du condensé. Il y aura 28 slides, comme le nombre de doigts chez les Égyptiens.
Et puis, et puis voilà. Normalement, j'ai fait une assez belle synthèse de tout ce que j'ai pu recouper. Et bah, je vais pas vous surprendre en vous disant que c'est encore des données astronomiques. Et on va verrouiller le tout avec la plus, comment dire, la plus sacrée des triades. Mhm. Oui, tu nous en as parlé en off, hein, la fameuse triade, la trinité, le chiffre 3. Vous allez voir ce que va nous présenter Fred, c'est assez intéressant de ce côté-là aussi. Oui. Ouais. Et d'où les 3 pyramides sur le plateau de Gizeh, quelque part. C'est ça. Encore visible, puisque c'est ce que nous avait encore expliqué Eric. À la base, il y en avait 4, mais une qui était beaucoup plus loin au nord, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, qui est en plus inaccessible au public, malheureusement. Et qui pourtant, elle a la plus grande, donc c'était celle qui était la plus élevée, et elle avait la plus grande chambre sépulturale. On va mettre des guillemets sur sépulturale. C'est la plus grosse chambre qui avait un sarcophage d'ailleurs. Et en plus, ils n'avaient pas hésité au niveau granit. Ils avaient mis du granit rouge. Moi, je me demande s'ils n'avaient pas fait tout en rouge. Oui, au niveau de tout son parement, ouais, celle-là, ils n'avaient pas du tout hésité sur le granit. Hein. C'est quelque chose d'assez impressionnant, quoi. Voilà. Alors, de toute façon, que j'associe. Donc, juste, je finis pour dire que Red JDF, c'est ce que j'associe à la planète Jupiter. D'accord. Ouais, par rapport à ton planétarium, ce que tu nous avais présenté. À la tienne, Fred. Alors, de toute façon, merci. de toute façon, on n'oubliera pas, Fred, l'été dernier, ce que tu nous as fait découvrir sur Teotihuacan, par exemple. Moi, il me tarde de pouvoir repartir au Mexique, hein, je le dis clairement, pour pouvoir vérifier de mes yeux ce que tu nous as montré l'an passé sur Teotihuacan. J'espère pouvoir repartir très bientôt et filmer ça et démontrer que c'est vrai. Donc on découvre avec toi énormément de choses, Fred. Donc comme dit Jérôme, on est très content de t'avoir là encore ce soir dans Monde Mystérieux. Et puis à chaque fois on apprend avec toi et on fait un pas en avant. Mais tu sais que plus on fait un pas en avant et plus on découvre des choses et voilà. En arrière. C'est exactement voilà, c'est le problème de cette grande pyramide, c'est que plus on se pose de questions dessus et moins on avance parce que en fait on a plus de questions que de réponses quoi sur ce monument. Mais nous c'est le but de ce qu'on a entrepris avec Hervé, de vous présenter toutes ces vidéos, c'est d'essayer de faire avancer un maximum la recherche sur ce monument en vous présentant de nombreux chercheurs, des connus, des moins connus, avec peut-être parfois des hypothèses complètement différentes, mais essayer de faire un condensé de toute cette archéologie 2.0, comme j'aime l'appeler, et puis vraiment qu'on essaie de creuser ce mystère, quoi, parce que comme je l'ai toujours dit, voilà, le plus gros mystère qui existe sur notre planète, c'est la Grande Pyramide, enfin selon moi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors avant de commencer ton partage, Fred, c'est la tradition dans Monde Mystérieux. J'ai une petite surprise pour toi. En fait, c'est pour tous les deux. C'est pour Jérôme et pour Fred. Alors c'est Noël ce soir. On a des cadeaux. Alors, je t'envoie la photo. Hop. Ah oui, je vois cette voilà. photo. Alors, qu'est-ce que cela, quand tu vois cette photo, qu'est-ce que ça représente pour toi? Quel ressenti as-tu en voyant cette photo? Parce que c'est exceptionnel là. C'est-à-dire que les 3 personnes que je vois sur la photo, ce sont les 3 personnes qui sont venues sur ma chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. C'est qui à gauche? Eh, va savoir. À droite d'Eric. Va savoir. J'avais des lunettes de soleil. Pour ça, on me reconnaît pas. Et ouais. Non, mais alors, donc, cette photo, elle est exceptionnelle. Hein. C'est grâce à Jérôme que j'ai pu avoir cette photo. Donc, bien évidemment, c'est quand vous êtes partis en Égypte tous les deux. Je crois que tu as pas mal de souvenirs, enfin vous avez pas mal de souvenirs concernant ça, et puis en plus voilà, il y a Eric Gontier, donc on l'a reçu la dernière fois sur Monde Mystérieux, donc c'est exceptionnel. Et peut-être, je sais pas, votre ressenti quand vous revoyez cette photo,
Qu'est-ce que... Alors, moi, c'était le plus beau voyage de ma vie, ce que j'avais fait là en 2017. En plus, on était sur le fameux dallage de basalte. Ouais. Et puis Yes. Eric est en train de nous expliquer un petit peu, tu le vois avec son petit carnet en plus, le fameux petit carnet d'Eric que j'aimerais bien avoir sous la main de ces jours. Et oui, il nous expliquait un petit peu. Ah oui, c'était génial ces moments-là qu'on a passés ensemble sur le plateau de Gizeh. Je sais pas ce que tu peux nous en dire, Fred. Ah bah en fait j'y suis là. Je Ouais, suis voilà, assis, là. ça. Tu vois le mec Voilà. à droite qui est assis, bah, j'y suis déjà quoi. C'est ça. C'est assez dingue comment c'est des souvenirs qui marquent en fait. L'Égypte, les monuments, les habitants, enfin, et puis toutes les personnes du groupe avec qui on a passé du temps quoi sur ces sites-là. C'est 1 ou 2 heures pour un touriste lambda et nous on y a passé 1 ou 2 jours à chaque fois. C'est ça. Donc ça donne envie d'y retourner. Hein. Mais c'est vrai que on s'en est pris mais plein la tête. Ce voyage, c'était, moi j'ai encore des souvenirs, mais enfin c'est vraiment le truc qui te marque quoi. Comme ce qu'expliquait Eric lors de son intervention, il disait, tu t'attends, t'arrives en Égypte, tu t'es fait une image du truc, la petite carte postale glamour, et t'arrives là-bas, mais t'en prends plein la tête quoi. T'arrives dans le Caire, c'est 20 millions d'habitants, t'as une pollution de malade. Tu vois le Caire dans quel état c'est. Et puis il y a des transitions. Tu vois, tu passes de transitions qui te foutent des claques entre la pollution, la surpopulation, puis t'arrives sur le plateau de Gizeh où là tu rentres dans une autre dimension. T'es dans le monde antique avec ces pyramides, ces trucs gigantesques. Enfin c'était vraiment moi comme je le dis, hein, c'est un voyage qui a marqué ma vie quoi. Et c'est vrai qu'on était en plus tout un groupe, voilà, c'était génial quoi. Moi j'ai repris contact avec pas mal de monde pour essayer de glaner des photos, des vidéos pour essayer d'agrémenter la vidéo qu'on a fait avec Eric. Et j'ai repris contact avec Alex, avec pas mal de monde, et on se remémore tout ça. Voilà, c'est tous ça a été extrêmement marquant. Oui, c'était exceptionnel, c'est clair et net. Exceptionnel, ouais. Et si on arrivait à reproduire ce type de voyage, on en parlait en off, ça serait vraiment génial, quoi. Parce que Eh ben, on espère. Ça nous marque à vie, quoi. Ce type d'aventure, ça nous marque à vie, quoi. Bien sûr. Eh ben, on espère, Jérôme, que tes paroles soient entendues, et on souhaite tous déjà pour pouvoir recommencer à voyager déjà dans un premier temps. Avant de faire des plans sur la comète, comme on dit, voilà, faudrait déjà qu'on puisse prendre l'avion sans avoir à faire un test anal et puis un passeport vert. Alors, sans transition. Donc, on détend l'atmosphère, voilà. C'est clair. Alors voilà, je voulais quand même passer cette photo à Fred et bon, en même temps, voilà, Jérôme. Par contre, il fait chaud sur la photo. Oui, on avait chaud. On cherchait de l'ombre, justement, en allant sous le dallage. C'est ça. En tout cas, moi, je faisais ça. On voit la chemise d'Eric qui est quand même pas mal mouillée, donc on s'imagine bien la chaleur. Non, elle est pas mouillée. C'était un style de chemise. C'est un style. On se rappelle de sa chemise rose là. Comme ça, on voit pas la différence. Hein. Au moins, voilà, si t'as des auréoles de transpiration. Ça, c'est Eric Gontier, c'est ça que j'aime bien. Alors, donc. C'est l'aventurier des années 50. Et voilà, c'est ça. Il va être content d'entendre ça. Donc, alors voilà, je voulais la passer cette photo, et ça tombe bien que vous soyez tous les deux là pour cette nouvelle vidéo. Et je voulais avoir donc votre ressenti avant de commencer la présentation de Fred. Et on espère peut-être y aller tous ensemble avec. Yalla. Voilà, et qui sait hein, ce que l'avenir nous réserve. Un beau projet. Ça sera un projet magnifique. Voilà. Donc voilà, Fred, on va commencer ta présentation. Donc tu nous dis quand t'es OK. Ça y est, hop, je suis prêt. Allez, c'est parti. Donc introduction. Alors,
La première chose, c'est que je sais pas si je l'ai trop fait avant. Je vais faire ma petite triade CV pour rappeler que je suis astronome. Alors juste dans le sens où je fais de l'astronomie depuis l'âge de 10-12 ans. Donc astronome amateur, bien évidemment. Que c'est un des points d'ancrage qui a attiré mon attention d'abord sur LRDP et puis après sur les recherches que j'ai faites. L'aspect projeteur CAO, ça c'est mon métier de base, qui fait que j'ai fait du plan pendant 15 ans et que c'est un peu on va dire un fantasme de me dire que je pourrais faire ce que je faisais en bureau d'études, faire un peu de rétro-engineering sur la pyramide et arriver à en dessiner des plans qui sont ceux qui ont été pensés directement. Mmh. Et permaculteur, ça c'est ma nouvelle casquette depuis quelques années. Donc ça se passe beaucoup au jardin en rapport avec l'écologie. On va nous en parler beaucoup de l'écologie. C'est important l'écologie. Voilà, permaculteur, c'est observer la nature et arriver à retransmettre en limitant donc à mettre en place des systèmes le plus autonomes possible et avec des interactions. Et c'est ces trois aspects des caractéristiques que je peux avoir et de l'expérience que je peux avoir qui fait que clairement ça m'a amené à un regard. Alors on va avoir l'impression que je suis tout le temps sur l'astronomie, qu'il n'y a que ça, il n'y a pas que ça dans la Grande Pyramide, mais en tout cas par cette facette-là, j'ai quand même très très bien avancé dans mes recherches et je continue comme ça tant que je continue à enfiler les perles, tant qu'il y a des perles, je reste sur ce chemin-là. Et je suis sûr que ça va bien au-delà de l'astronomie, de l'observation que les anciens ont pu faire des astres. La présentation, donc je disais, elle est un peu sous le symbole du 3, de la triade, de la trinité. Et on va voir comment c'est d'une évidence limpide de se dire que ils ont, avant toute chose, la première trinité, la première triade qu'ils ont vénérée, je mets des guillemets à vénérer, c'est leur propre terre, et puis ce soleil et cette lune qui sont en couple dans le ciel d'une façon harmonieuse, magnifique. Et donc voilà, c'est sous cette énergie que vous voyez à l'écran, donc c'est le yin-yang, qu'il faut imaginer toujours en mouvement, qui fait le mouvement qui fait la trinité, on va dire. Et c'est ça qui va souffler sur toute la présentation que je vais vous proposer. D'ailleurs, je t'avais dit que je trouvais très très beau cette image de la Terre avec ce yin et yang. Faire cette image, c'était un peu comme faire un mandala. C'était parce que j'ai récupéré un bout de terre, un bout de soleil, un bout de lune, et puis j'ai passé quelques temps à faire le truc. Et c'est vrai que c'est beau, quoi, tout simplement. C'est beau. C'est ça. Donc je suis prêt à commencer le voyage qu'on pourrait qualifier de galactique dans un premier temps. Eh ben vas-y. Emmène-nous dans les étoiles. Nous allons localiser la pyramide de Khéops. Puisqu'il paraît que c'est de ça qu'on va parler ce soir. En tout cas, je vais en parler un petit peu. Donc vous avez ces deux images, une image un peu science-fiction à gauche de la localisation du Soleil, et à droite vous avez notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée, avec le Soleil. Ça c'est bon, vous y voyez, voyez clairement. Oui, très bien. Et donc on voit que le Soleil, il y a 4 bras principaux à notre galaxie, et on n'est dans aucun de ces 4-là pour l'instant. On est dans un petit bras qui s'appelle le bras d'Orion. Donc c'est la toute petite spirale dans laquelle navigue le Soleil actuellement. Et d'ailleurs, on a appelé cette zone le bras d'Orion, parce que la constellation d'Orion, il y a beaucoup de ces étoiles brillantes qui sont dans cette localité-là, quoi. Ils sont relativement proches de nous par rapport à la taille de la galaxie. Et juste avant de passer sur le slide suivant, on va se rapprocher de la Terre. Je signale juste que c'est assez marrant de se rendre compte, de savoir que la distance entre le Soleil et le centre de notre galaxie, c'est 26 000 années-lumière. Et donc ces 26 000 ans font un petit clin d'œil à notre précession des équinoxes, à nous sur notre petite planète perdue dans tout ça. Bien sûr. Bien vu.
Alors, on se rapproche du système solaire. Donc on a une vue, j'ai presque envie de dire, j'allais dire une vue du dessus, mais on est autant au-dessus qu'en dessous. Ça, faut en prendre un peu conscience. Ça dépend de quelle direction on vient, en fait, quand on vient visiter le système solaire. Et en tout cas, là, on a une configuration qui est celle que j'évoque vaguement dans mes vidéos, le fameux 21 juillet 2071. C'est cette configuration qu'on a là. Donc, on va considérer qu'on est un voyageur galactique et qu'on arrive en 2071 dans le système solaire. Et on a cet alignement de planètes qui nous fait penser aux 3 pyramides de Gizeh. Et on a cet alignement qui a cette date. Alors cet alignement en particulier, les 3 planètes, là, Mercure, Vénus, Terre, ça se reproduit tous les 40 ans, après, à peu près, je crois que j'avais calculé. Donc c'est déjà suffisamment rare. C'est des moments qui permettent sur Terre, quand on est sur Terre observateur, si les conditions sont bonnes et si on est localisé au bon endroit, de pouvoir avoir un transit de Mercure et de Vénus devant le Soleil. Donc tout simplement, on a un peu comme une éclipse avec Vénus et Mercure. Alors, bien évidemment, ça éclipse que dalle à l'œil nu, mais nous, même actuellement, avec des petits télescopes, et ne serait-ce qu'il y a 400, 500 ans et peut-être même avant, on pouvait, dans certains cas, je ne sais pas trop s'il y a beaucoup de comptes rendus de ça, mais on pouvait observer en tout cas Vénus et Mercure passer devant le Soleil. Et ça, c'est des trucs qui permettent, notamment les Grecs, ils ne l'ont pas trop fait avec ces 2 planètes-là, mais qui permettent de calculer des distances, des tailles, des astres. Et c'est pas négligeable. Si les Grecs l'ont fait, les Égyptiens devaient savoir le faire. Sachant que les Grecs ont puisé beaucoup de connaissances chez les Égyptiens. C'est ça, et à chaque fois, ils ont passé 5-10 ans, voire plus en Égypte. Et puis à chaque fois, ils reviennent en plus avec parfois des trucs complètement farfelus. Alors on se demande ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est volontairement travesti. Enfin, c'est comme Pythagore. Comme Pythagore. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que ça fout le foutoir chez les historiens d'ailleurs, parce que si on essaie de tout prendre au pied de la lettre, ça va pas. Si on prend rien au pied de la lettre, ça va pas non plus. Donc ça doit pas être facile à lire ces écrits-là. Donc, nous sommes dans le système interne. Donc, système interne, ça veut dire les planètes internes à la Terre, plus elles-mêmes. Donc, Mercure, Vénus, Terre. Phonétiquement, je fais remarquer qu'en français, en tout cas, on a le latin Terre, qui veut dire 3, T-E-R. Et si au-delà, on décompose et qu'on garde ce préfixe Terre qui veut dire 3, il nous reste Ré, le Soleil. Donc en gros, en latin, égyptien, français, on a une localisation de la Terre par rapport au Soleil, la 3e planète après le Soleil. Ok. Ça, c'est bien vu aussi. C'est un moyen mémotechnique. Très bien vu. Je dis pas que les bâtisseurs Non, mais la langue des oiseaux recèle bien des secrets. Et là, on a un exemple flagrant, quoi. Sur le langage, il y a un lien indéniable entre la France et l'Égypte, entre le français et l'égyptien. Et voilà, c'est Champollion, mais c'est toute une histoire. Et c'est peut-être pas pour rien que la France s'est tant plu à s'intéresser à ces antiquités. D'ailleurs, petit aparté, ce soir j'en parlais encore à table avec ma femme, mes filles. On parlait de l'île de Ré, puis ça m'a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, l'île de Ré, en fait, c'était l'île du soleil, quoi, quelque part. Ré. Bon, enfin bref. Petite parenthèse, voilà. Ouais. Tiens. Ça vaudrait le coup de chercher l'origine. Ça me dit quelque chose. Je crois que je m'étais amusé à regarder sur Google Earth. Il y a souvent des clins d'œil. Oui, un petit clin d'œil. Mathieu Lavaux nous l'a fait remarquer aussi sur d'autres noms de villes ou de lieux sur la France qui ont des clins d'œil assez frappants avec l'Égypte. Ouais. Continue, excuse-moi Fred. Mais souvent je vais te couper, moi c'est mon habitude, je coupe souvent. On est sur Terre, de toute façon on va atterrir. On va atterrir tranquillement. On est sur Terre. Donc on a ce qu'on appelle en langage de voyageur galactique. Alors j'invente ce que je suis en train de dire là, mais on a une vue en domino de la Terre
j'ai fait exprès de la faire à l'inverse de ce qu'on a l'habitude. Parce qu'encore une fois, le seul truc qui compte là, c'est que j'ai l'équateur. Alors, je ne les ai pas visualisés, mais à l'horizontale, vous avez bien les équateurs de la planète. C'est juste que c'est inversé. On voit l'Afrique à l'envers, on voit tout à l'envers. L'Amérique du Sud. Il n'y a que l'Antarctique qu'on arrive à reconnaître assez facilement du premier coup d'œil, alors que c'est fou parce que s'il y a bien un endroit où on n'est pas allé, c'est bien ça, mais on le reconnaît plus facilement que le reste parce qu'on n'est pas dans les. En fait, le nord est au sud. Donc j'ai inversé un petit peu la vision des choses, encore une fois, dans l'idée de prendre conscience de ce que ça peut donner que de venir voir la Terre de l'extérieur. On ne la verrait pas forcément, ne serait-ce que par le nord et le sud, comme on a l'habitude de la voir. Et je localise avec la cible en bas, au milieu, ce qu'on peut appeler le point médian, c'est-à-dire l'endroit facile à repérer, où on peut se dire qu'on est à peu près au centre au point médian, c'est centre des terres émergées. Et pour la Terre, pour une planète, il y en a, quand il y a des océans et des continents, il y en a deux, il y en a un sur Terre et un dans la mer. Et là, il est plus facile de l'extérieur de le repérer en pleine mer, là où on voit qu'il n'y a quasiment pas de terre. Et on sait que de l'autre côté, on a de la Terre avec... on est localisé à un point géographique assez particulier qui est assez central sur tout le reste. Et on constate déjà d'ailleurs qu'on est censé être sur le berceau de l'humanité. Oui. Donc on est en Égypte. Donc là, on n'est plus dans l'espace. Ça, c'est une... comment dire? C'est un des rares slides que je ferai où je pousse un petit peu le détail sur les vérifications que j'ai pu faire. Donc le titre de ce slide, c'est le sud-ouest de l'Égypte et le centre des terres émergées. Le point médian, donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Juste pour signaler que ce point médian, il a été calculé par... alors, ce que vous avez à gauche, c'est une carte que je me suis tapé moi-même, que j'ai refait et que j'ai fait un extract comment dire, des terres, une extraction des terres dans mon logiciel de CAO, et j'ai calculé le point d'inertie, tout simplement. Et déjà, première surprise, c'est que ça colle avec l'étude du géographe Roger Brunet. Donc, je vous la fais court, il y a le texte en entier. Le parallèle qui divise le globe en deux parties égales par la surface des terres émergées est à 23 degrés nord, et le méridien de partage est à 28 degrés est. Le croisement se trouve en plein désert dans le sud-ouest de l'Égypte. Donc, en fait, on peut dire que le point médian, le centre des terres émergées, ça fait penser à ce qui est dit dans les RDP et à des propos qui sont prêtés à l'abbé Moreux. Alors en fait, on verra que c'est pas lui. Dans LRDP, ça nous dit que ce centre-là, il est à Élysée. Et là, on se rend compte avec la simulation que j'ai faite et puis le géographe, que c'est pas le cas. Donc l'Égypte est bien le centre des terres émergées, mais pas Gizeh. Et maintenant, on va voir qu'avec une petite subtilité, on va inverser le point de vue sur ce fait. Si on dit maintenant la région du Caire est le centre de terres émergées habitable. Donc cette fois-ci, on a rajouté habitable. Donc toujours le point médian, mais des terres habitables. Et ça, donc c'est pas l'abbé Moreux qui l'avait relevé en premier. C'était Charles Piazzi-Smith. Pour certains, c'est le premier pyramidio, je crois, qui était astronome et qui était un scientifique plutôt réputé. En fait, l'histoire a retenu que c'était un pyramidio, mais c'est juste parce que il n'était pas dans le bon camp, mais il y avait des échanges. Il y avait des échanges entre chercheurs, entre historiens, entre archéologues, et je pense même qu'il y avait des échanges beaucoup plus ouverts et francs que ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, ça se passe sur Internet, donc quand un historien en vient à venir sur Internet pour venir s'exprimer, il y a un souci. Je referme la parenthèse, pardon. On ne citera pas de nom. Ça, c'est venu spontanément, c'est comme ça, faut pas couper. Donc, en additionnant soigneusement, ça c'est Piazzi-Smith qui disait ça, en additionnant soigneusement toutes les terres émergées habitables par l'homme dans le monde entier, le centre du tout tombe sur le territoire de la Grande Pyramide en Basse-Égypte. Et donc, ça c'est les propos exacts, donc terres émergées habitables, et le centre que j'ai calculé, il se rapproche dangereusement
de Gizeh. C'est pour ça que j'ai été évasif. J'ai pas dit que c'était le centre de Gizeh, mais là, on était à 800 km de différence avant. Là, on est dans la région du Caire. Et donc, cette région du Caire, avec Gizeh au sud, est bien le centre des terres émergées habitables. Ça, on peut le prendre pour acquis. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement enlevé sur cette carte que vous avez à gauche, l'Antarctique. Parce que l'Antarctique n'est pas une terre habitable. Et même actuellement, il y a que des scientifiques et on ne peut pas considérer qu'ils y habitent. Alors que, par exemple, le Groenland, il y a 46 000 habitants. Donc, c'est bien l'Antarctique qu'il faut enlever pour se rendre compte qu'effectivement, les terres émergées habitables ont pour centre le Caire. Donc ça, on peut considérer ça comme acquis. Alors après, ceux qui veulent vérifier, ils peuvent le faire. Mais ça fonctionne. Et pour pas le valider, mais pour l'illustrer d'une autre manière, à droite, vous avez une carte qui date de la Seconde Guerre mondiale, donc de la Royal Air Force, les US, avec une carte donc azimutale équidistante de projection. C'est-à-dire que cette carte, alors justement, elle est centrée sur le Caire et elle, contrairement à la carte Mercator, elle conserve les distances, mais depuis ce point central. Et donc, c'est assez marrant de se rendre compte que pour une carte stratégique militaire, ils aient choisi le Caire, qui est effectivement qui est bien le centre des terres émergées. Alors là, il y a l'Antarctique sur la carte, mais il n'empêche que à cet endroit-là, il rayonne, on va dire, de manière équitable en projection de distance sur n'importe quelle zone du monde, quoi. L'Amérique en face, l'Amérique du Nord, l'Australie, ils rayonnent de manière équitable. Donc militairement parlant, stratégiquement parlant, c'est intéressant et c'est important de considérer ce point-là. Et donc, bien évidemment, il faut garder en tête que c'est là qu'on a fait la Grande Pyramide. Alors, du fait que la Grande Pyramide joue avec les 4 points cardinaux et qu'elle soit stratégiquement placée à un endroit bien spécifique au globe par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, c'est assez troublant. Et est-ce que le pôle Nord ne se trouvait pas à Gizeh pendant une période reculée? Si on part là-dedans, on part dans du Charles Hapgood, et ça, je sais pas si c'est bien possible de... Excuse-moi, je connais pas l'auteur. Charles Hapgood, c'est celui qui a théorisé l'écorce terrestre qui aurait bougé. Qui aurait bougé, d'accord. Et donc ça, lui, il explique, et notamment, justement, l'Antarctique, elle a un rôle à jouer dans tout ça. En tout cas, dans sa théorie. Et il a même trouvé des traces géologiques. Après, ça n'a pas été énormément exploité par les scientifiques. Moi, j'avais redécouvert ça à travers le travail de Jean Simple. D'accord. Qui traitait de l'Antarctique et qui considérait que le plan de coupe de la pyramide était une sorte de carte sur lequel on se rendait compte que l'Antarctique n'était pas à cet endroit-là avant. Ok. Voilà. En tout cas, effectivement, voilà, on a un point central. Et si on zoome dessus à l'échelle du Nil, maintenant du delta du Nil qu'on voit là, eh bien, on se rend compte que déjà tout de suite, ça frappe encore l'œil. On est encore à un centre, quoi, en fait. On est à un centre d'un cercle qui passe par l'arc nord du détroit. Donc ça, encore une implantation superbe. Il faut garder en tête ce que nous a dit Eric les dernières émissions, à savoir notamment que c'est en plus à cet endroit-là qu'il y a un plateau calcaire unique. Alors on va dire unique en fonction de nos connaissances. Je sais peut-être qu'il y en a un qui n'a pas été exploité, pas découvert, mais en tout cas. Mais idéal pour des bâtisseurs qui voudraient fabriquer un tel monument, quoi. Si on devait juger de l'insatisfaction qu'ils ont eue à pas trouver exactement le plateau de Gizeh là où ils voulaient, c'est la différence, tu peux le prendre avec la différence qu'il y a entre la latitude de 30 degrés et le point de Gizeh. Parce qu'on n'est pas tout à fait à 30, on est à... ça indique ça indique bizarrement les chiffres de la vitesse de la lumière, mais au final on est à peine plus de 2 km de distance de ce point-là, donc c'est carton plein là qu'ils ont fait. Après, ça donne l'impression que clairement que la Terre a été prospectée pour identifier le centre et pour poser ce complexe là, quoi.
précisément. Oui, c'est l'impression que ça donne en tout cas. Ouais, c'est vrai. Mais moi, c'est la réflexion que je me suis faite. Hein, c'est quand tu vois la distance entre Gizeh et l'île de Pâques, voilà, tout ce que tu nous expliques là depuis 5 minutes, là, tu te dis mais ils ont vraiment choisi. Et ce que nous a expliqué Eric aussi, ce fameux plateau de Gizeh qui était vraiment un endroit idéal pour des bâtisseurs qui voulaient construire ce monument. Tu te dis, c'est comme s'ils avaient cartographié la planète pour se dire il faut qu'on construise un monument à un endroit bien précis, et voilà, on va éplucher toutes les caractéristiques de cette planète, de ce globe terrestre, que ça soit dans la symbolique, géométrie sacrée, et puis aussi le sol de l'endroit où on voudrait bâtir ça, quoi. C'est le milieu des terres immergées, comme tu le dis, etc., etc. Mais c'est bingo, quoi. C'est à Gizeh qu'il fallait faire ça, quoi. Ouais. C'est à Gizeh qu'il fallait faire ça. Et en plus, c'est une zone qui est relativement, à part après les problématiques de crue du Nil, c'est une zone assez favorable à ça. Je crois que c'est dit par Hérodote d'ailleurs dans un texte où il explique que c'est une zone qui est très peu touchée par les plaies qui sont décrites dans les fameuses plaies d'Égypte, dans le Timée, mais même avant l'histoire de l'Atlantide de Platon. Ça, je crois que il explique en gros que la zone était une zone privilégiée, quoi. En plus du Nil, c'est une zone assez épargnée, qui aurait été assez épargnée en tout cas. Ok. Alors j'en étais où Alors là, tu nous parles sur ton slide de Iteru. Alors je voudrais que tu nous expliques un petit peu. Voilà, je vous parle de Iteru. Ça c'est un truc tout con, mais c'est un truc que j'aurais dû savoir bien avant de faire la présentation, parce que c'est tout simplement là pour le coup c'est de l'égyptologie, c'est on va dire la linguistique. Je me suis rendu compte que donc là on est dans le delta du Nil, on voit le Nil qui descend avec le cœur là, l'espèce de forme qui ressemble un peu à un cœur, je sais pas si vous la voyez à gauche. Voilà, alimenté par le Nil. Et on fait connaissance avec l'Iteru d'une double manière sur sur ce slide là, parce que à gauche, j'ai essayé de tracer un cercle qui passait par le nord. On va dire symboliquement, je suis passé par la zone supposée du phare d'Alexandrie, alors qui est censé être beaucoup moins vieux que les pyramides de Gizeh, je précise. Et je suis tombé assez bizarrement sur une superficie. Alors c'est pas une unité égyptienne, donc faut pas s'enflammer, mais 104 720 km². Ça fait une référence à l'Iteru, qui lui est une valeur linéaire, qui est la plus grande unité de mesure des Égyptiens, et qui fait donc 10,472 km. Alors j'ai mis le 2 en rouge parce que actuellement, selon les connaissances des égyptologues, c'est 10,47, mais vous divisez par 2, vous avez 5,235, donc ça fait étonnamment penser à la coudée. Ouais. Et comme on sait que à partir de la mesure de la base de Khéops, on sait que la coudée elle est entre 0,5236 et 0,5235. On le sait, parce que c'est mesuré au millimètre. Et Eric il en a parlé, hein, qu'effectivement aujourd'hui on pouvait la mesurer très très précisément. Et je perds un peu le fil de ce que je voulais dire. Non, j'ai fini à gauche. Donc ça, on a une entrée en matière de l'Iteru, la plus grande unité de mesure égyptienne. Et je me suis rendu compte que Iteru, c'était tout simplement le nom du Nil pour les Égyptiens. Donc l'Iteru, c'est une unité de mesure, la plus grande, et c'est aussi le nom du Nil. Et du coup, je me suis amusé à regarder un petit peu les caractéristiques du Nil, alors surtout sa longueur, c'est de ça qu'on parle à chaque fois. Et il se trouve que le Nil à la fin il part un peu dans plusieurs directions. Il y a le Nil blanc, le Nil bleu, je crois, et les sources sont pas au même endroit, donc c'est assez difficile d'estimer la longueur exacte. C'est d'ailleurs quand vous regardez sur une encyclopédie, vous avez un créneau de longueur, et en gros, voilà, on a une fourchette. Et en gros, c'est un rayon terrestre, tout ça. Le Nil, il fait à peu près la longueur de la moitié du diamètre de la Terre. Donc ça, encore une fois, c'est
c'est un slide clin d'œil là. Je suis pas en train de poser des faits, juste Non, de constater affirmer que des choses, c'est des constats, quoi. voilà, l'Iterou, c'était le nom d'une île, c'était aussi la plus grande unité de mesure, et donc voilà, on a déjà des notions de distance en lien avec le Nil, et déjà après pour ceux déjà qui connaissent la coudée, la fameuse coudée à 52-36, eh bien on a déjà une entrée en matière là-dessus, mais tranquille. Il va falloir zoomer un peu plus pour aller voir. Mais voilà, ça gardez bien ça en tête. Et ce que je vais faire dans une partie de la présentation, c'est que je vais vous montrer les dimensions de la pyramide à l'égyptienne, quoi, avec les mesures égyptiennes. On va pas faire rentrer le maître. Le maître, à partir du moment où il rentrera en scène, tout aura déjà été défini. On aura déjà vu comment tout a été défini. Et après, tout le reste, c'est toutes les bizarreries et les fameux hasards qui vont s'enfiler. Enfin, si je puis me permettre, ils vont s'enfiler gentiment. Alors, c'est pour faire la transition, ça. Bien sûr. Donc ça, c'est un petit détour. On enfile des perles, hein, ce soir. C'est ça. On fait un petit détour par l'île de Pâques. Donc là, j'ai quand même mis entre parenthèses en kilomètres, mais on va considérer qu'on la connaît pas. Je vous rappelle, on est voyageurs galactiques, on est en train de visiter tout ça. Donc, et on est avec les unités de mesure égyptiennes. Donc ça vite très vite fait parce que c'est connu. Il y a juste un petit truc sympa que je vais dire et puis on va vite passer celle-ci. Donc on a 1545 Iterou de distance entre cette fameuse pyramide et un autre lieu emblématique, alors qui n'est pas facile à repérer, mais surtout du ciel, qui est l'île de Pâques, sur lequel on a les Moai. Et ce qui est assez marrant, c'est que, donc c'est vraiment une petite parenthèse que je fais, c'est qu'en mesurant dernièrement cette fameuse distance qui a dû être mesurée par des tonnes de personnes qui ont vu l'RDP, après l'RDP, voilà, qui sont allés vérifier, il y a eu des joutes là-dessus. Les modèles, en plus les modèles Google Earth, ils changent tout le temps. On est quand même censé considérer que plus on avance, plus on a un modèle fiable et précis. On va dire ça. On va faire confiance à la technologie. Et je fais remarquer que cette fameuse distance de 16 180 km, pour mettre tout le monde d'accord, mais actuellement, hein, avec la version qu'on a actuellement de Google Earth, eh bien, considérer le delta du Nil comme une flèche qui pointe Gizeh, et vous avez au sud-ouest de l'île de Pâques une autre île en forme de flèche, une petite flèche, et qui n'est pas n'importe quelle île, parce que c'est l'île sur laquelle était faite la cérémonie de l'œuf. Enfin, c'est là qu'il fallait, à la nage, en descendant et en montant des falaises, aller chercher l'œuf. Donc, on va résumer, entre l'œuf et la pyramide, on a 16 180 km actuellement. Donc, vous pouvez aller vérifier ça tout de suite. Alors, vous mettez pause ou vous y allez en parlant d'œuf, hein, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est Gizeh qui a été choisi par rapport à l'île de Pâques, ou est-ce que c'est l'île de Pâques qui a été choisie par rapport à c'est intéressant là ce qu'il dit. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, Fred, parce que c'est une cérémonie très importante pour les anciens habitants de l'île de Pâques. Pour les Pascoins, exactement. Et c'était, je crois, l'initiation à l'homme-oiseau ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est des épreuves, mais de malades. C'est un Koh-Lanta à l'époque. C'était s'ils arrivaient sur l'île sans se faire bouffer par un requin, et il fallait qu'ils grimpent les montagnes sans tomber. Enfin, un truc, mais de l'autre monde. Récupérer un œuf et le ramener. Donc, effectivement, sur ce qu'on avait développé, Jérôme, dans des vidéos antérieures sur l'île de Pâques, cette petite île n'a jamais été très exactement évoquée dans les recherches diverses. Mais voilà, c'est vrai, c'est intéressant. Mais c'est une île qui avait une grande importance pour les Pascoins, oui, énormément. Avec cette fameuse cérémonie, enfin ce rituel où il fallait aller chercher un œuf de je ne sais plus quelle race d'oiseau sur cette île et puis le ramener. Yes. Donc ça, c'était la parenthèse 16 180 km. Juste, comme toujours, il y a des trucs,
soit on pense que c'est su, soit c'est répété, et on finit par dire que c'est vrai sans avoir vérifié. Bah là, c'est pareil, hein, c'est un truc, tout un chacun peut aller vérifier. Faut prendre même si on considère pas les 16 180, allez, on va dire c'est du pif. Ces 2 points-là reliés, ils coupent la Terre en deux, quoi, malgré tout, quand même aussi. Oui. Ils coupent la Terre en deux et ils génèrent un autre équateur. Donc bon, rien que ça, c'est quand même. Et même vu du ciel, les voyageurs galactiques, ils peuvent le remarquer, ça. Ça doit être une petite île, voilà, il y a un truc. Et pour répondre à la question l'œuf ou la poule, de toute façon, l'île de Pâques, c'est un point chaud. C'est le plus jeune point chaud, je crois. Je crois qu'il est pas vieux, mais quand je dis il est pas vieux, ça doit avoir plusieurs millions d'années. Oui, entre l'île de Pâques qui est entre guillemets naturelle et qui est artificielle, bon, il n'y a pas photo, on sait. Mais on s'est souvent posé la moi, j'ai question. envie de dire que l'île de Pâques, la zone s'est formée idéalement en rapport avec le centre des terres émergées, alors qui était peut-être pas le centre des terres émergées il y a 2 millions d'années, en plus. C'est encore plus chelou, hein. C'est comme les 161,8 km de superficie de l'île. C'est aujourd'hui que c'est vrai. C'est pas. Oui. C'est pas je suis d'accord avec toi. C'est. On pourrait penser que c'est un témoin d'usure, que le machin, il faisait 200 km² il y a 5000 ans ou il y a 10 000 ans, et puis il en fait 161,8 aujourd'hui, au moment où on la mesure. Ça peut sembler fou. Hein. Après, c'est. Voilà. Non, mais après, voilà, avec un esprit cartésien, on va exclure ce que je vais dire, mais on lit la Bible, on sait que la Terre a été créée par Dieu, et si Dieu était un grand mathématicien, il a pu jouer avec des constantes pour faire ressortir des îles à des endroits improbables, pour faire jouer cette harmonie, cette géométrie sacrée qu'on a déjà abordée dans plusieurs émissions. Voilà, c'est vrai. Qui sait? En tout cas, voilà, ça c'était la parenthèse île de Pâques. On a fait un petit détour, on a coupé la Terre en deux, et slide suivant. Hop. On va commencer la visite. Donc géométrique de la Grande Pyramide. Je fais le rappel, donc l'analogie dont on a déjà parlé tout à l'heure. Jérôme, t'as rebondi là-dessus, donc je pense que l'image parle d'elle-même. On voit bien l'association possible entre ces trois planètes et les trois pyramides. C'est toujours, moi, c'est un des premiers trucs qui m'a parlé quand j'ai. Donc là, moi, je renvoie les téléspectateurs aux premières vidéos qu'on avait fait avec toi, Fred, sur ce fameux planétarium de Gizeh. Voilà, pour plus d'informations là-dessus. C'est ça. Et puis n'hésitez pas, comme disait Hervé en introduction, à aller voir, parce que je crois qu'elles ont été beaucoup moins vues. C'est celle sur Teotihuacan et celle qui a ensuite qui finit sur l'île de Pâques, parce que c'est des. Tu fais des analogies par rapport à ce principe et qui était assez parlant, quoi. C'est vrai. Je fais des analogies, je compare, et ça a l'air d'être le même fonctionnement, à des styles et peut-être des époques différentes. Et après, c'est pas autant développé que l'île de Pâques, mais je suis sûr que si je retourne à Teotihuacan, je vais pouvoir avoir peut-être un truc qui ressemble aussi à ça. Ça va matcher aussi. Avec une configuration quand même différente.